À coup de pourquoi? Écoutez bien. Ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous racontez leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie qui les transformera à tout jamais. Élise, j'ai 34 ans. Je suis chef de projet en associatif à mi-temps thérapeutique en ce moment. Je suis célibataire, j'habite à Dijon et j'ai un cancer des ovaires et du péritoine, stade 4. Bonjour Élise. Bonjour. Merci d'être venue jusqu'ici, Dijon, Paris. Enfin, c'était l'occasion. Je suis vraiment ravie de te rencontrer. Il se trouve que on se rencontre via une de tes amies que j'ai rencontrée en faisant une sorte de conférence sur la santé mentale. C'est elle qui nous a rapprochés l'une de l'autre. Donc, je suis ravie de t'accueillir ici en studio. Merci. Oui, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Et ma première question, Élise, c'est comment ça va? Écoute, globalement, ça va. Je suis contente d'être là. Je suis contente d'être à Paris. Ça faisait un petit bout de temps, donc ouais, globalement, ça va. On va parler donc de toi et de ton histoire. Est-ce que tu peux commencer par le début ou le contexte, comme tu veux? Comment cette maladie est arrivée dans ta vie? Donc, c'est arrivé en fait en avril-mai 2024. Donc là, ça fait 1 an et demi. Du coup, je travaille dans l'associatif et humanitaire. Et donc, en fait, je m'apprêtais à partir en voyage en Asie de l'Ouest pour aller voir des collègues sur le terrain, voir un peu ce qui se passait, si jamais je pouvais aider, etc. Parce que je suis chef de projet. Et en fait, je commençais vraiment à pas me sentir hyper bien. J'étais ballonnée. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc, je suis allée voir ma généraliste en me disant, je veux pas en fait qu'il se passe un truc pendant que je suis là-bas. Donc, si jamais tu peux me donner quelque chose pour me soulager là. Et en fait, là, globalement, elle m'a dit, ah non, il y a vraiment un truc qui cloche. Qu'est-ce que tu ressentais, toi? En fait, moi, j'étais hyper gonflée. Surtout l'abdomen, si tu veux. J'avais pris 4 kilos en l'espace de 2 semaines, un truc comme 1 semaine ou 2. Enfin, voilà, alors que globalement, ça m'arrive pas. Et puis, vraiment l'impression, en fait, d'être un peu genre enceinte de 4-5 mois, alors que c'était pas le cas, clairement. Et donc, elle m'a envoyé faire une échographie en urgence. À l'échographie, en fait, ils ont vu donc vraiment du liquide dans tout l'abdomen. Donc, c'est ce qu'ils appellent une ascite. Ce qui est assez anormal, en fait, avec mon profil. Une ascite, en fait, c'est les hommes alcooliques de genre 70 ans qui ont bu toute leur vie. C'est quand le foie lâche, en fait. Et moi, j'ai pas trop ce profil-là. Donc, ils m'ont dit, en fait, on va t'envoyer faire un scanner en urgence. Donc là, au scanner, j'ai vu la radiologue après, elle m'a dit, on voit comme des grains de riz, ce qui, j'ai appris plus tard, du coup, étaient des nodules, enfin, des mini-tumeurs, en fait. Donc, au final, ils m'ont gardée aux urgences. J'ai vu, du coup, une spécialiste qui m'a dit, OK, on va faire plein de tests, on va essayer de trouver ce que c'est. Et donc, j'ai été hospitalisée 1 semaine, le temps qu'ils fassent des prises de sang, des choses, enfin, voilà, qu'ils essaient de regarder. Ils éliminaient au fur et à mesure, en fait, des maladies plus ou moins exotiques. Parce que comme, en fait, j'avais été en Centrafrique, j'avais été au Cambodge, j'avais été à plein d'endroits, enfin, voilà, ça pouvait être autre chose. Et puis de plus en plus, en fait, la piste penchait quand même vers cancer. À quel moment t'es inquiète, toi? Comment ça se passe dans ta tête? Alors moi, j'étais inquiète quand on m'a envoyé faire des scanners et des échos en urgence. Et une fois qu'ils m'ont admis aux urgences, je me suis dit, ah wow, en fait, il y a un truc qui se passe. Je sors pas aujourd'hui, quoi. Alors que j'avais mon billet d'avion, j'avais mon truc. Enfin, moi, j'étais prête à partir le lendemain. Du coup, t'as lu tout? Ouais, j'avais écrit à mon chef un peu avant en disant, écoute, je me sens pas hyper bien, j'espère que je pourrais quand même partir. Après, j'ai écrit en disant, bon, je suis aux urgences. Je le sens pas trop pour demain. Et puis après, au final, j'ai dit, en fait, a priori, il me garde le week-end, donc ça va pas le faire. Alors, je suis tombée sur une médecin extraordinaire. Et en fait, tous les jours, elle venait me voir en disant, OK, on a éliminé ça, c'est pas ça. On a éliminé ça, c'est pas ça. J'ai appelé tous mes collègues, tous mes machins. On cherche vraiment. Je harcèle les anapathes au labo, quoi, pour qu'ils essaient de trouver. Et en fait, au fur et à mesure, elle m'a dit, en fait, il y a 2 possibilités. Il y a soit c'est une sorte de maladie un peu exotique qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, mais ça peut présenter des symptômes comme ça, une tuberculose, mais abdominale pour le coup. Soit c'est un cancer. Et elle m'a dit, clairement, on préfère tous que ce soit une tuberculose. Parce que, bon, même si c'est pas fun, mais en gros, ça veut dire 1 an d'antibiotiques corsés, mais cancer, j'y crois pas trop. Vous avez pas le profil, vous êtes très jeune. Elle m'avait demandé aussi si j'avais des antécédents familiaux. Moi, j'ai répondu non. J'ai appris plus tard que oui, mais j'étais pas au courant. Okay. Et donc, en fait, moi, jusqu'au bout, globalement, j'y croyais pas trop. Et je pense que je me protégeais aussi. Bien sûr. Parce que clairement, c'est une éventualité qu'on n'a pas trop envie de
de Qui se réveille. conscientiser, quoi. Ouais, voilà, exactement. Donc, en fait, au bout d'une semaine à l'hôpital, elle a fini par me dire, OK, on va faire une cœlioscopie exploratrice. Question chirurgie, c'est une toute petite opération. Ils vont voir, en fait, avec une caméra dans le ventre, parce qu'elle m'a dit, aux analyses, en fait, on comprend pas ce qu'on voit. Et en fait, en faisant ça, elle a découvert ce qu'elle a décrit comme une fibrose, comme des plaques, en fait, blanches qui recouvraient globalement tout l'abdomen, en fait, intérieur. Les intestins, les organes, enfin voilà, vraiment tout ça. Et donc, elle a dit, OK, c'est hyper bizarre. Donc, on va vous renvoyer chez vous. Et puis, nous, on continue les analyses et on se revoit dans 10 jours. Donc là, je rentre chez mes parents. T'habites chez eux. Alors, à Dijon, moi, j'ai mon propre appart. Ok. Mais là, en l'occurrence, mes parents habitent aussi à Dijon. Enfin, je suis hyper reconnaissante pour ça. Parce que du coup, en fait, j'étais hyper mal en point. En fait, ils m'ont vidé de 5 litres d'acide, donc de liquide inflammatoire. Mais du coup, en fait, ça avait affecté mes muscles, mes abdos. Ce qui fait qu'en fait, je pouvais pas marcher. J'étais en angle droit, en gros. En fait, on aurait T'étais dû pliée, ouais, j'étais vraiment pliée. Je pouvais pas marcher plus de 3 minutes sans que ça me fasse mal. Et là, pour le coup, quand on me renvoie chez moi, là, je suis vraiment inquiète. Autant à l'hôpital, je peux pas être à un meilleur endroit. Je suis bien entourée, les infirmières sont extraordinaires. Il y a cette médecin qui m'a pris en charge et en gros qui m'a dit je vous lâche pas. En revanche, quand je rentre chez moi, enfin chez mes parents en l'occurrence, je me dis mais si ça se trouve ils vont pas trouver et je vais entrer dans l'errance médicale. C'était ma vraie inquiétude, c'est qu'en fait on trouve pas et en fait moi je vis avec un truc Insupportable, quoi. Ouais, voilà, exactement. Ok. Juste pour comprendre concrètement, donc t'es avec tes 2 parents. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Ouais, alors j'ai un grand frère qui habite à Strasbourg. Lui, il était pas là à ce moment-là. Enfin, il était à Strasbourg. On le tient au courant, etc. Mais voilà. Mais du coup, j'étais avec mes parents. Et puis, j'ai des amis sur Dijon aussi qui sont venus me voir à l'hôpital, hyper bien entourés. Mais tout le monde est quand même un peu inquiet. Parce qu'en gros, c'est soit une maladie exotique. Enfin, il y a quand même des conséquences à ça aussi, quoi. Un an de pause, soit cancer. Et cancer, là, ça fait flipper tout le monde. Donc, on n'y pense pas trop, mais on sait que c'est une possibilité, quoi. Il y a rien d'anodin, en fait. On sait qu'on se C'est ça. dirige vers un diagnostic difficile, quoi qu'il en soit. C'est ça. Dans tous les cas, c'est du lourd. C'est juste qu'il y en a un qui est facilement, entre guillemets, résolvable, même si ça prend un peu de temps. L'autre, c'est un gros point d'interrogation, quoi. Tu t'ouvres, tu parles. Comment tu fais pour tenir ce moment-là où on sait pas, quoi? Alors moi, j'écris. J'écris beaucoup. Je prie beaucoup. Je suis croyante, donc je crois en Dieu et Quelle religion? chrétienne, protestante. Je crois vraiment que Dieu existe en fait. Et dans ce moment-là, je me dis en fait c'est à lui que je m'accroche. Donc là, j'ai l'impression que tout mon monde se fige. Dans l'attente. Dans l'attente, exactement. Et la peur, globalement. Bien sûr. L'image qui m'est venue tout de suite, c'était la première nuit à l'hôpital. Je comprenais pas du tout même ce qui se passait, même en fait dans le système hospitalier. Je savais pas que les infirmières, elles débarquaient toutes les 6 heures pour prendre l'attention. Enfin voilà, je comprends pas ce qui se passe. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est une histoire dans la Bible de Jésus, en fait, qui est avec ses disciples dans un bateau qui traverse un lac, quoi. Et là, il y a une énorme tempête. Les gars sont en panique. Enfin voilà, ils pensent qu'ils vont mourir. Et Jésus est en train de dormir dans le bateau, en fait. Ce qui n'a aucun sens. Et les disciples, ils viennent le réveiller en disant « Mais Jésus, pourquoi tu dors? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vois pas qu'on est en train de mourir ?» Voilà. Et en fait, Jésus, du coup, calme la tempête. Et leur dit « Mais vous avez pas la foi ?» Et là, en fait, tout le monde le regarde un peu émerveillé, ébahi et un peu peur aussi, quoi. En voyant, en fait, ce gars qui parle au vent, qui parle aux vagues et qui les calme, en fait. C'est cette histoire qui m'est venue en tête, avec un peu ce sentiment d'apaisement de « c'est ok en fait, tu peux dormir dans le bateau, je suis au contrôle, je sais exactement ce qui se passe ». Tu es croyante depuis avant la maladie. Enfin, c'est quelque chose qui est présent pour toi depuis toujours, j'imagine. C'est ça, c'est pas parce que tu as été malade que tu as développé ça. Non, je suis croyante depuis toujours. Je pense que ça s'est réaffirmé en fait à des moments un peu clés de ma vie. Quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand je suis partie faire mes études. Enfin, il y a eu des moments charnières qui ont vraiment en fait réaffirmé et ancré ma foi. Et juste la certitude, en fait, pour moi en tout cas, que Dieu existe et que c'est lui en fait le rocher. Enfin, c'est une ancre quoi, vraiment, auquel on peut s'accrocher en toutes circonstances. Ouais. Donc là, je passe une semaine du coup chez mes parents. Semaine très très difficile. Je douille à mort. Je suis hyper fatiguée. J'ai toujours le ventre hyper gonflé. Je mets 1h30 pour me lever de mon lit. Très incapacitée. Et juste en fait la peur quoi, de l'incertitude, de l'attente, de je sais pas ce que c'est, mais en tout cas je douille.
Et puis, en fait, en discutant avec des amis, elles me disent, mais en fait, mais si t'as tellement mal, rappelle-la. Parce que normalement, je la vois le lundi d'après. Peut-être qu'elle peut te donner un truc plus fort. Et c'était la première fois, en fait, de ma vie que j'avais des douleurs comme ça où, tu sais, tu regardes les minutes pour dire, OK, quand est-ce que je peux prendre le prochain, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, en fait, je rappelle le bureau, j'ai sa secrétaire en disant, écoutez, là, vraiment, ça va pas. Et là, la secrétaire me propose, me dire, est-ce que vous voulez la revoir si je peux trouver un créneau plus tôt? Je dis, ah bah oui. Parfait. Et donc, en fait, elle me dit, demain soir, je peux libérer un créneau, est-ce que ça vous va? Ah nickel, trop bien. Et donc là, j'arrive dans son bureau et elle me regarde, elle me dit, bon, j'ai vos résultats, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est un cancer. T'es toute seule. Là, je suis toute seule, ma mère est en salle d'attente. Je voulais entendre les infos déjà toute seule. Je suis quelqu'un à la base de très empathique. Et là, je me suis dit, non, en fait, les enjeux sont trop importants. Je peux pas prendre quelqu'un d'autre en compte. Allez-y, dites-moi, quoi. Si elle t'avait annoncé avec ta mère, t'aurais pensé à ta mère avant toi, finalement. C'est ça, ouais, exactement. Comment ça se passe? C'est le temps d'encaisser, quoi. Puis bon, est-ce qu'on encaisse jamais vraiment? Je sais pas. C'est la question. Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est hyper tranchant, quoi. Enfin, ça tombe vraiment comme un verdict hyper violent. Elle m'explique que c'est un cancer du péritoine. C'est une enveloppe, en gros, autour des organes dans l'abdomen. Et elle me dit, en fait, votre cancer, il se situe dans tous les feuillets du péritoine, comme une sorte de millefeuille. En fait, vous, c'est là. C'est d'origine ovarienne. Donc, elle me dit, c'est grave, mais on va agir vite. Il y a des traitements disponibles. On va faire ce qu'il faut. J'avais compris que c'est une chirurgienne, quoi. C'est une femme d'action. Que globalement, quand elle a un objectif, elle y va. Donc ça, pour moi, c'était rassurant de voir qu'en tout cas, elle avait un plan. Et puis après, en fait, elle a commencé à le mettre en œuvre sous mes yeux, quoi. Elle a fait toutes les démarches administratives pour me déclarer en ALD. Elle a appelé sa collègue oncologue pour me dire, écoute, est-ce que tu peux la prendre dès demain? Enfin voilà, vraiment en mode urgence, quoi. Pour moi, c'était rassurant dans l'état de choc un peu dans lequel j'étais. Et en fait, mon tic, parce que j'avais les cheveux, j'avais un carré mi-long, et j'avais les cheveux attachés. Et mon tic, en fait, c'était de me prendre la queue de cheval. Et là, elle me regarde, elle me dit, oui, alors, la première étape, c'est la chimiothérapie. Vous allez perdre vos cheveux. C'est bête, hein, mais c'est à ce moment-là, en fait, que les larmes sont montées pour la première fois. Oh wow, ok. On a beau entendre, en fait, c'est grave, enfin voilà. Mais là, du coup, c'est les conséquences qui sont visibles, quoi. Et là, il y a toutes les séries, les films, enfin voilà, où on voit des gens qui sont atteints de cancer et la tête qu'ils ont. Et là, je me dis, oh mince, je vais être dans cette catégorie-là, quoi. Je vais ressembler à ça, chaud. C'est un marqueur de la maladie pour tout l'extérieur. C'est-à-dire que c'est pas possible de se cacher de ça. C'est ce qu'on présente aux yeux du monde. C'est pour ça que c'est si difficile, cette histoire de cheveux, en fait. Ouais. Alors qu'on se dit, mais c'est très bizarre de s'accrocher à ça, alors que finalement, c'est notre vie qui est en jeu. Mais c'est ce que tout le monde voit, quoi. C'est ça. C'est comme une identité, en fait, c'est ça. De malade, quoi. C'est une nouvelle étiquette, en fait, pour le coup. Je me dis, je vais avoir une tête de malade. Je vais pas pouvoir me cacher. C'est la première chose que tout le monde va voir. Là, ça va être, ah mince, elle a un cancer. Tout ça, en fait, je l'ai pas forcément conscientisé sur le moment, mais en gros, c'était un peu ça. C'était mince, ouais, je vais avoir une tête de malade, quoi. Et donc, je deviens malade. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ça, je me le dis après. Mais et en fait, ça va être mon rapport au monde maintenant. Tout ça dans la même consulte, hein. Voilà. Okay. Donc là, elle m'explique les différentes étapes. Mais elle me dit la meilleure stratégie, en fait, dans ce type de cancer, c'est la chirurgie. En fait, on va déjà commencer par de la chimiothérapie pour essayer de tuer le maximum de cellules cancéreuses, pour le réduire au maximum, pour qu'ensuite je puisse faire une chirurgie pour enlever tout ce qui reste. Et puis ensuite, vous aurez en fait encore de la chimiothérapie pour éliminer toutes les cellules qui sont pas visibles forcément, mais qui restent pour nettoyer un peu derrière. Chimiothérapie, ça me fait très peur parce qu'encore une fois, je vois tout ce que ça représente. Je vois les gens dans les séries qui vomissent, qui passent en situation de dénutrition, enfin tout ça, quoi. Et je me dis, à aucun moment c'est moi, en fait. À quel moment ça m'arrive à moi, quoi? C'est quoi le délire, en fait? Et elle m'explique aussi quand même que c'est un cancer rare et que globalement, normalement, ça affecte les femmes de plus de 65 ans. Que moi, j'ai 34 ans. Et que c'est pour ça, en fait, que le diagnostic a mis un peu de temps, entre guillemets, même si ça a été hyper rapide au final, mais je colle pas au profil, quoi. Il y a des tests génétiques à faire aussi pour vérifier des choses parce que c'est pas très cohérent quand même.
Et là, elle te raccompagne. Et donc, tu retrouves ta mère. Donc ma mère était en salle d'attente, effectivement. Là, je la retrouve. Je passe par le secrétariat. Et la secrétaire est adorable. Et en fait, elle me donne tous les papiers. Et je pense qu'elle voit que j'ai le regard un peu vague. Parce qu'en fait, elle me surligne tout. Et là, j'ose pas regarder ma mère, en fait. Comment on annonce ça à ses proches, en fait? Je pense elle comprend parce qu'elle savait que c'était une possibilité. Et qu'en fait, elle a entendu rendez-vous avec l'oncologue. Donc, elle sait. On repart avec tout ça. Moi, je suis un peu en état de choc, quoi. On rentre dans l'ascenseur. Et puis, pour retourner au parking, elle me dit, est-ce que tu veux qu'on en parle? Je dis non. Je préfère qu'on attende d'arriver à la maison pour que je puisse le dire à mon père et ma mère en même temps. Parce que c'est pas le genre de truc qu'on a envie de répéter, quoi. 2 fois. Ouais. Et mon père, il a un côté très réconfortant. J'ai envie de pouvoir le dire à un moment donné où je sais que mon père sera là pour me faire un câlin, quoi. Très bien. S'ensuit donc l'ascenseur, le parking, le trajet. Et là, t'es encore seule avec ça, quoi. Honnêtement, je m'en souviens pas beaucoup. Je regarde par la fenêtre. Je pense qu'il y a les larmes qui coulent toutes seules. Je crois que je continue à m'accrocher un peu à mes cheveux en me disant mince, bientôt ils seront plus là. Et puis, je crois que je me répète aussi, juste très pragmatiquement parlant, toutes les étapes, en fait. Ok, c'est quoi la prochaine étape? Que je rate rien, quoi. T'ancrer dans le concret, peut-être. Oui, et puis en fait, ça renvoie, c'est mon fonctionnement habituel. Je suis chef de projet. C'est quoi le plan? C'est quoi les étapes? Soudainement, je deviens le projet, entre guillemets. Je suis l'objet du plan. Donc voilà, je me raccroche à ça, à ce que je sais faire, en fait. Jusqu'à ce que tu rejoignes donc tes 2 parents. Ouais, on s'assoit. Et on dit, voilà, c'est pas des bonnes nouvelles, c'est un cancer. Je crois que c'est aussi simple que ça. Je vois mon père qui commence à pleurer, quoi. Je crois que sa première réaction, c'est « Oh non !» Ma mère aussi. Puis là, du coup, c'est un câlin familial, quoi. C'est le pire scénario. Pour mon père, notamment, en fait, ça lui renvoie à, typiquement, en fait, ses 2 parents sont morts de cancer, chose que moi, je savais pas, parce que je les ai jamais connus, en fait. Et donc, pour lui, je pense que c'est c'est des peurs aussi qui remontent. Vous êtes ensemble. C'est ça la ressource au départ, c'est la famille. Oui, parce que je me sens vraiment pris en charge niveau médical, parce qu'en fait, tous mes prochains rendez-vous, ils sont pris. Et à la maison, j'ai mes parents qui, pour le coup, j'ai beau avoir, j'avais 33 ans à ce moment-là, être très indépendante, être tout ça. C'est ma mère qui va faire les courses et qui va faire à manger. Entre guillemets, le quotidien continue à tourner. Et du coup, moi, pour le coup, j'ai le droit de m'arrêter, en fait, et d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Ça tourne et tu te mets un peu en mode attaque. Alors, je passe pas en mode attaque. Action plutôt, plus que attaque, c'est action. C'est ok. Moi, mon rôle, c'est de faire ça, 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 ça et ça. En gros, c'est de louper aucun rendez-vous, c'est d'arriver à l'heure, c'est de savoir comment j'y vais, c'est de faire toutes les prises de sang nécessaires. Mais le plus dur en soi, c'est pas ça. Le plus dur, c'est donc le jeudi, je l'annonce à mes parents, j'appelle mon frère. Enfin, on appelle mon frère, donc on lui annonce aussi. Moment difficile. Et là, j'ai dit ok, ça suffit pour ce soir. On va dormir, mais demain, faudra l'annoncer à mes amis, en fait. S'ensuit tout un week-end, en fait, où je contacte en gros les cercles les plus proches. En fait, il faut que je le raconte à chaque fois. Et en même temps, je me dis, je pense que c'est un truc qui m'a aidé aussi à l'ancrer moi-même, en fait, à l'internaliser aussi et de se dire, ah oui, c'est une réalité. C'est fou ce que je vois dans tes yeux, c'est fou parce que je me dis, t'as vécu énormément de choses entre ce diagnostic de cancer et aujourd'hui. Ça s'est passé comme ça. Chimio, chirurgie, raconte-nous les grandes lignes jusqu'ici, ce qui t'a le plus marqué. Je rencontre mon oncologue, ça m'a beaucoup rassurée parce que je découvre une femme relativement jeune qui en fait a beaucoup d'empathie aussi. Ce qui me rassure beaucoup parce que j'avais un peu cette image des médecins très distants, très froids et j'avais peur en fait juste qu'on m'annonce un protocole médical sans me prendre en compte moi quoi. Et c'est pas du tout le cas. Donc ensuite j'ai une première consultation avec une infirmière aussi du service et elle me montre l'hôpital de jour où en gros se passent les chimios. Là c'est compliqué parce qu'en fait je réalise que je vais être dans un de ces fauteuils et je vais être une de ces personnes qui sont branchées. Ah oui, c'est moi qui suis malade en fait. Ça me concerne moi en fait. Et là, c'est ma santé. Le monde médical, c'est un monde que je connais pas du tout. La semaine prochaine, c'est moi qui suis là, quoi. Deuxième moment très compliqué, c'est pas tant la pose de la jambe implantable, c'est au réveil. Où là, je décompense complet, quoi. Je crois que je dois pleurer pendant genre une demi-heure sans m'arrêter. Je suis tombée sur une infirmière qui était au top et qui me demande du coup pourquoi ou comment, enfin voilà, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, dans ma tête, je réalise que c'est vrai, quoi. Et en plus, maintenant, j'ai un truc physique pour me le rappeler.
chambre implantable, c'est petit, hein, enfin voilà. Mais je sais que c'est sous ma clavicule, je sais que c'est posé, je sais que c'est posé pendant 5 ans et que globalement, c'est ce qui va m'accompagner. En fait, c'est là que ça devient vraiment réel pour moi. Chaque pas, C'est chaque ça. marche fait exister davantage et te montre que c'est vrai. Exactement. Je réalise aussi que ça va changer ma vie. Alors qu'avant, du coup, c'était un diagnostic, c'était des informations. Là, c'est un truc qui est ancré littéralement dans mon corps, quoi. Et qu'en fait, ça a des conséquences sur toute ma vie. En fait, j'ai été hospitalisée fin avril. Le diagnostic, du coup, c'était le 2 mai. La pause de la chambre implantable, c'était 1 semaine après. Et normalement, en fait, le mois de mai, c'était mon mois de congé et de trucs fun. J'avais un concert de prévu que j'attendais depuis 1 an avec des copines. Ça allait être un gros truc. Enfin, voilà, trop contente. Et j'avais un voyage en Écosse pour aller voir d'autres amis et on avait prévu depuis hyper longtemps. Enfin, voilà, gros truc. Et là, en fait, je suis en train de me rendre compte, genre, je vais pas pouvoir y aller. Grosse peur aussi de décevoir mes amis, parce que au-delà en fait du diagnostic, c'est pareil pour elles, c'est pas réel non plus. Enfin, c'est un peu surréaliste comme truc. Mais là, du coup, en fait, c'est les premiers éléments concrets ça veut dire qu'il faut que j'annule les trucs trop cool qu'on avait prévus ensemble. Et je pense qu'il y a une peur au fond de moi aussi de se dire, mince, je vais être une amie boulet, une amie qui coûte finalement plutôt que l'amie avec qui on peut planifier des choses, on peut faire des trucs cool, etc. Mais encore une fois, je vais être alitée, je vais être en traitement, je suis malade en fait. Est-ce qu'elles voudront encore de moi, quoi? La réponse est oui. Ouf! Mais sur le coup, clair. On se la pose cette question. Mais sur le coup, en fait, il y a toutes ces peurs-là, en fait, qui reviennent d'un coup. Et donc, ça se passe en salle de réveil où là, c'est vraiment la réalité. Je me réveille avec cette nouvelle réalité auquel il faut que je fasse face. Après, du coup, donc globalement, je fais 3 chimios. Physiquement, ça se passe plutôt bien. Émotionnellement, très compliqué. Chaque chimio, c'est un combat. J'ai pas envie d'y aller, je pleure à chaque fois. Et puis c'est très très long, j'ai un protocole qui est très très long. C'est un hôpital de jour, Okay. mais je suis la première arrivée quasiment et la dernière partie, quoi. Et je suis systématiquement la plus jeune. Bien sûr. Voilà, J'en doute pas. Et donc tu perds tes cheveux. Ah oui, c'est dur parce que c'est l'image de soi. Mes cheveux que je retrouve sur ma brosse, horrible. À chaque coup de brosse, en fait, c'est une partie de moi qui s'en va, quoi. Avec ça, pareil, je suis toujours courbée, je peux toujours pas me relever complètement, je peux toujours pas marcher, enfin voilà. Et en fait, j'ai l'impression, quand je regarde dans le miroir, ce que je faisais pas beaucoup, je vois une femme de 85 ans, quoi. À quel moment, en fait, j'ai 33 ans, je voyageais, je faisais un pays par mois, enfin, je voyageais à travers le monde. À quel moment je me retrouve dans cet état-là? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et donc ça, c'est un côté un peu surréaliste. Jusqu'à ce que donc je perds beaucoup mes cheveux. Donc j'avais acheté des chapeaux, des bonnets, enfin voilà, tout le parcours un peu classique, quoi. On avait essayé de rendre ça entre guillemets un peu fun. J'avais été une fois avec ma mère, j'avais essayé plusieurs trucs. J'avais été avec des amis en fait, plutôt en mode qu'est-ce quoi mon style, ça va être quoi mon nouveau style, quoi. J'avais décidé très rapidement que je voulais pas de perruque. Pour moi, c'était pas agréable et c'était pas moi. Et en fait, dès le début, enfin, il y a vraiment ce côté-là aussi de dire non, mais en fait, tu vas pas te cacher derrière une perruque. Tu vas assumer jusqu'au bout, en fait. Alors, ça veut pas dire forcément se balader dans la rue crâne nu, même s'il y a plein de femmes qui le font et je trouve ça extraordinaire. Mais voilà, du coup, je mettais des bonnets, des casquettes et tout ça. Mais il y avait vraiment ce côté-là de, tu sais quoi, tu vas vivre avec ta réalité, en fait. Et tu vas assumer aussi. Mais moi aussi, j'avais cette sensation un peu que c'était planqué finalement, Oui. la réalité, et que ça faisait pas du bien de planquer en fait. En tout cas, moi, ça allait pas m'aider. Donc je me suis dit, bon, si ça t'aide pas, tu fais pas. Ah oui, j'avais fait un premier TAP scan aussi pour voir un peu en fait où était la maladie, etc. Et en fait, il m'avait découvert un ganglion au niveau de la clavicule, ce qui était vraiment pas une bonne nouvelle. Alors sur le coup, ce que j'ai retenu de ce que m'a dit le médecin, c'était c'est pas dans les os, c'est pas dans le sang, et ça a pas affecté les organes vitaux. Ce que j'ai compris plus tard, et je pense qu'aussi ils m'ont préservé. C'était assez, quoi. Ouais. Voilà, on m'avait dit, globalement, j'avais plus ou moins compris, c'était cancer stade 3, plus, quoi, avec un ganglion. Et là, on m'a dit, chimio, ça va virer les ganglions. Ganglion dans la clavicule, ça veut dire que ça a déjà fait tout le trajet à travers le thorax, à travers tout ça, enfin voilà. Et le but, c'est que ce soit aussi localisé que possible pour qu'ensuite on puisse l'enlever à la chirurgie. Go, on y va, ça va fonctionner, c'est le plan, quoi. Au bout de 3 chimios, 2e PET scan, pour voir où ça en est. Bonne nouvelle, plus de ganglion. En revanche, alors on voit pas très bien. Et en fait, on me dit, la chimio a hyper bien fonctionné, cool. Et donc la chirurgienne regarde ça, elle dit, ok, chouette, on va refaire une celluloscopie. Ça définira le type de chirurgie qu'on va faire.
Il y a quand même le côté hyper violent de cette chirurgie. J'entends que c'est entre guillemets la solution. En même temps, j'entends aussi qu'on va m'enlever des organes. Et globalement, un cancer ovarien, ça veut dire hystérectomie totale. Comme ça, si tu es dans le péritoine, donc dans l'abdomen, ça veut dire virer tout ce qui est affecté. Donc ça peut être les pipelons, ça peut être la rate, ça peut être gratter des petits bouts à droite à gauche, ça peut être un petit bout, un gros bout des intestins. Enfin, hyper invasif, quoi. Hyper invasif. Si ça se fait, ce sera par laparotomie. La parotomie, c'est on coupe en deux l'abdomen, en fait, dans le sens du haut vers le bas, quoi, au milieu. C'est bien ça. C'est ça, très très lourd. Si c'est la solution, de toute façon, on va y passer. Mais par contre, il y a tout en moi qui crie, mais surtout pas, m'ouvrez pas, quoi. Et là, gros moment, parce que après, du coup, la Célio, elle vient me voir, elle me dit ok, en fait, c'est un stade 4. Pardon. Parce que moi, j'étais partie du principe que globalement, j'étais en chimio pour que ça puisse réduire, pour qu'on puisse opérer. Donc même si l'opération en tant que telle, ça me paraît hyper violent et tout ça, n'empêche que du coup, c'était une bonne nouvelle que ce soit possible, et là, ça l'est pas. Et en plus, on m'a annoncé un stade plus grave qu'anticipé. Ça va s'arrêter où, en fait? Ouais, voilà, exactement. Et donc là, elle me dit, changement de plan, on refait 3 chimios pour virer au max. Votre chimio, elle fonctionne. Pas autant qu'on avait espéré, mais elle fonctionne. Et on refera une célioscopie dans 3 chimios pour voir où ça en est, pour voir si c'est opérable. Qu'est-ce qu'elle a découvert, en fait? En fait, elle a découvert que c'était pas que dans le péritoine, au final, c'était descendu plus bas, et notamment au niveau des ligaments utérins et toute la zone pelvienne. Ça se montrait pas au PET scan, en fait. Et voilà, et c'est ce qui rend, en fait, ce type de cancer vicieux aussi. C'est qu'il est très difficilement repérable. Et en fait, on l'appelle le tueur silencieux. Sympa. Les plans B, c'est que le plan A marche pas. Hein. Globalement, plan B, c'est jamais une très bonne nouvelle. Et en même temps, je vois que ce soit elle, que ce soit mon oncologue, enfin voilà, elles sont hyper déterres, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien de savoir que, ouais, on est entouré. Mais là, honnêtement, je pense que c'était le moment très noir. Là, je commence vraiment à prendre peur et à me dire, mince, est-ce que je vais m'en sortir, en fait? Ou est-ce que ce truc va me tuer? On se la pose pas vraiment tout de suite, finalement, cette question-là. Il faut une accumulation de choses pour se sentir profondément en danger, en fait. C'est pas tout de suite, quoi, c'est ça? Ouais, je pense, oui. Et puis surtout, en fait, au début, voilà, on me dit, ok, c'est grave, mais il y a des traitements, il y a un plan, il y a un machin. D'autres personnes sont passées par là. Voilà le protocole. C'est un protocole qui est posé. Ça veut dire qu'il a été testé, avéré. D'autres personnes s'en sont sorties. Donc, toi aussi, en fait. Là, on me dit, ce protocole-là, il marche pas trop pour toi. Et là, je me dis, ok. Donc, il y a des vrais risques, quoi. C'est pas une garantie. Le plan ne garantit pas la solution. Donc là, perte de repère totale. Donc, je m'accroche à mes chirurgiennes, à mon oncologue, qui est très au courant, qui suit tout. Je sais que les deux, en fait, elles appellent leurs collègues dans différents instituts pour aussi savoir un peu ce qui se fait, etc. Et surtout, en fait, je me raccroche à Dieu. Moi, là, je sais pas, je sais plus. J'ai plus de repères. J'ai plus l'impression d'être moi-même. J'ai l'impression d'être à vif, en fait. On va littéralement m'éplucher de l'intérieur. Enfin, je veux dire, on va voir ce qui se passe. Je suis malade de l'intérieur. Ça se voit à l'extérieur. À ce moment-là, on m'enlève toutes les couches, en fait, qui me définissent. Je suis en arrêt. J'ai jamais été arrêtée de ma vie. Je savais pas, en fait, comment on envoyait un arrêt de travail. Donc, j'ai plus, cette fameuse question de tu fais quoi dans la vie? Là, j'essaie de survivre, en fait. Plus d'identité, entre guillemets, sociale, plus de rôle. Je suis une personne, mais malade. Ça commence à te définir. C'est ça. Gros point sur la féminité aussi. En fait, on me dit, dans tous les cas, vous pourrez pas avoir d'enfant. J'ai 33 ans, en fait. Dans un coin de ma tête, s'il y avait cette possibilité de est-ce que je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais fonder une famille à un moment donné. Enfin voilà, pas pour tout de suite, ok, mais là, en fait, c'est une porte qui se ferme. T'as quelqu'un dans ta vie? Non. Enfin, j'avais déjà fait un petit peu ce chemin-là aussi. Enfin, pour différentes raisons, mais aussi en me disant, bon, t'as 33 ans, t'as trouvé personne, et c'est ok, je suis contente d'être célibataire, je le vis bien, franchement. Se dire, ok, mais imagine, tu rencontres quelqu'un demain, enfin, tu vois, tu déroules un peu le truc, ce sera encore possible d'avoir des enfants, même si t'as 36, 37, 38, voilà. Donc, j'avais un peu ça dans un coin de ma tête, en me disant, si ça se fait, c'est cool, si ça se fait pas, je pense que c'est ok. Mais au moins, j'avais le choix. Fun fact, pardon, je fais pas de politique, mais ça tombe au même moment que toute cette histoire aussi de réarmement démographique et tout ça et tout ça. D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, il y a un petit côté cynique de moi qui me dit,
si on mettait autant d'argent dans les recherches de cancer gynécologique, qu'est-ce que vous faites à côté? Ça pourrait peut-être aussi solutionner un peu vos histoires de réarmement démographique, les gars. En tout cas, tu te sens pas concerné par Macron. Pas pris en compte, en tout cas, ça c'est clair. Ça m'amène à une sorte vraiment de crise identitaire aussi, de se dire, mais en fait, qui je suis? Qu'est-ce qui va rester, en fait? On m'enlève ça, on m'enlève ça, on m'enlève ça, on m'enlève ça. À la fin, qu'est-ce qui reste? Et en plus, là, en fait, j'ai peur de pas m'en sortir. Et donc, je me dis, mais je peux pas partir dans cet état-là. En fait, là, je suis en train de me réduire, en gros, en cendres, littéralement, et qu'en fait, ce sera la fin. Je pense que mes parents ont un peu flippé quand même à ce moment-là, parce qu'ils m'ont jamais vu dans cet état-là. T'arrivais à t'exprimer, t'arrivais à communiquer. Non, c'était trop tôt, trop. Non, j'écrivais beaucoup. Enfin, généralement, c'est les malades en fait qui protègent les autres. Il y a un côté de moi qui voulait protéger aussi de ces questionnements-là, parce que je voulais pas non plus verbaliser en fait toute la dimension et la profondeur des questionnements, quoi, et de la peur en fait. Et puis c'est épuisant. Déjà, ne serait-ce que de l'énoncer. Tu écris sur quoi? Un journal, un cahier, quoi. À la main? Ouais, au feutre. C'est vraiment, comment dire, un peu intuitif. Des fois, c'est plutôt un peu sous forme de poésie, des fois, c'est sous forme de prière aussi. Oui. Et c'est sous cette forme-là aussi que vraiment je sens juste la présence de Dieu qui, à chaque fois, me rappelle « je suis là ». Tu le sens? Ouais. T'arrives à aller dans des églises? Oui, en fait, j'ai une église chez moi. J'y suis pas allée pendant quelques dimanches parce que juste j'étais en trop mauvais état et en fait j'avais trop de mal à rester assise pendant 1h30. Et puis juste en fait aussi ce truc-là de... les gens à ce moment-là du coup sont au courant. Est-ce qu'ils savent forcément interagir avec toi après ça? Pas forcément. Et moi j'ai envie de me protéger aussi. Encore une fois, je suis quelqu'un d'hypersensible en fait. Donc du coup... quand t'es vulnérable comme ça, même la maladresse, en fait, peut faire mal. Oui, bien sûr. Tu le pressens. C'est ça. Et tu t'exposes pas. Exactement. Okay. J'ai écrit une lettre à l'église, quand même, justement, en leur expliquant un peu ce qui se passait, pourquoi ils allaient pas me voir, forcément, tous les dimanches, etc. Et aussi un peu une lettre de remerciement, quoi, en disant, je sais que vous êtes là. Aussi réaffirmer, ça n'enlève en rien. Au contraire, en fait, ça n'enlève pas ma foi, ça l'ancre, ça l'approfondit. Je sais que Dieu est là, il me le dit systématiquement. Pas de façon audible nécessairement, mais vraiment, en fait, en ressenti, quoi. C'est pas parce que tu crois en Dieu que ta vie va être facile. Si on lit la Bible, il y a tellement de personnes, Jésus lui-même, il a vécu une vie atroce. Enfin, je veux dire, il a fini quand même crucifié, on croit. Bon, ressuscité après, mais crucifié quand même. Donc c'est pas ça la promesse de Dieu, c'est pas ok, si tu crois en Dieu, tout va bien se passer en fait. C'est peu importe ce qui se passe, t'as la garantie qu'il sera là. Et en fait, juste la présence d'un être en fait qui est le Dieu de l'impossible, qui peut faire des miracles, d'amour inconditionnel, peu importe dans l'état dans lequel t'es, en fait on s'en fout parce que c'est toi que Dieu aime. C'est pas ce que tu fais, c'est pas qui t'es, c'est pas ce que tu représentes. Il m'a créé et il m'a mis là pour une raison. Et si ça se passe, c'est aussi pour une raison. Est-ce qu'elle est entendable? Pas forcément. Est-ce que je la comprends? Non. Mais n'empêche que c'est vrai, quoi. Même si le plan, du coup, des médecins, il zigzague. Moi, c'est pas ce que j'avais anticipé, c'est pas ce à quoi je m'étais préparée. Je suis en galère, clairement. Mais le plan de Dieu, en fait, il me dépasse largement. Et en fait, s'il prend le monde entier en compte, enfin, je veux dire, si tu crois que Dieu a créé l'univers, en fait, il y a rien qu'il connaît pas, quoi. Confiance. Donc ça t'aide à ce moment-là? Ouais. Là, on parle de été 2024, toujours? Été 2024, ouais. Il s'est passé 1 an, où tu en es? Donc, je refais 3 chimiothérapies. On refait une cœlioscopie. Et le truc, c'est que là, c'est un peu la cœlioscopie de la dernière chance. Et là, en fait, on tranchera pour si c'est opérable ou non. Ma chirurgien et mon oncologue essaient de me préparer à l'idée il y a une possibilité que ce soit pas opérable. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vivre avec la maladie, en fait. Pour moi, vivre avec le cancer, c'est complètement antinomique. Enfin, ça n'existe pas. C'est une réalité pour moi que je comprends vraiment pas. Cœlioscopie. Là, elle me dit, OK, ça a bien réduit, mais ça reste compliqué. Je vais conférer avec des collègues, etc. 2 semaines d'attente, c'est interminable. Parce que pour moi, en fait, ce coup de fil, il va me dire si je vais vivre ou mourir. J'écris des poèmes sur l'attente. Je pense que je me retire un peu du monde parce que il faut que je me centre. Même si physiquement, en fait, je vais mieux. Du coup, je suis retournée dans mon appartement, je peux vivre en autonomie. Je suis très, très fatiguée à cause des chimios. Émotionnellement, très, très compliqué. Elle me rappelle 2 semaines plus tard et là, elle me dit la chirurgie va pas pouvoir se faire. Si on y allait, on sait pas où on s'arrête. Donc, vous passez en gros en catégorie stade 4 cancer chronique, quoi. C'était un moment particulier, gros down, vraiment, parce que je me dis, mais en fait, je vais mourir. On sait pas quand,
On me dit juste que mon espérance de vie va être réduite, mais on me donne pas de chiffres. Parce qu'au final, en fait, les statistiques, dans mon cas, sont pas représentatives. Parce que je suis dans les moins de 1%. Donc, en fait, on sait pas, mais espérance de vie réduite. Et par contre, il faudra vivre avec un cancer. En fait, les traitements, ça devient, entre guillemets, vie courante. Et c'est ce qui, vous maintient en vie. Et donc, à ce moment-là, du coup, on me dit, donc, vous aurez 2 chimios supplémentaires. Là, c'est pour, limiter les dégâts. Il y a même plus le OK, j'y vais parce que je sais que ça va tout virer. Donc il y a aussi un petit côté tout ça pour ça quoi. Qui est quand même très compliqué à avaler. Et en même temps, gros soulagement de pas me faire opérer en réalité parce que la parotomie, tout ça moi énorme quoi. Énorme. Et 3 semaines plus tard, je fête mon anniversaire. 34. Du coup 34. Donc il y a un côté vraiment genre on y va franchement parce que j'étais pas sûre de voir cet anniversaire. Depuis 6 mois, c'est le truc en fait où je me dis, je sais pas si je vais pouvoir le fêter. Et là, c'était le cas. C'est vraiment cool. Pareil pour Noël. Maintenant, le protocole il est annoncé, c'est 2 chimios et ensuite on passe sur un autre traitement dit de maintenance qui vise en fait à mettre le cancer sous cloche, en gros, pour éviter en fait qu'il se diffuse ailleurs. Et donc du coup, je commence ce nouveau traitement en janvier 2025. En gros, ça va être des perfusions toutes les 3 semaines. Beaucoup moins lourde que les chimios, beaucoup moins longue aussi, ce qui est quand même vraiment pas anodin. Et puis de la thérapie ciblée orale, donc 2 fois par jour, des pilules à prendre matin et soir. On me dit, en gros, tu seras dessus tant que ça fonctionne. Donc, du coup, ce traitement-là, qui fonctionne bien, je vois tous mes marqueurs baisser, ce qui est top. Même baisser encore plus, en fait, que ce que mon oncologue avait envisagé. Donc, trop bien, trop contente, hyper rassurant. Moi, je vois que je récupère aussi de l'énergie, je récupère... franchement, t'as l'air hyper bien. Hein, Merci. Élise, je l'ai devant moi, je te trouve en forme, une super peau, tu vois... non, mais c'est ça... Et encore que... Mais mes cheveux repoussent. Excellent. Mon frère se marie et en fait c'était ma seule prière, c'était que j'ai des cheveux pour les photos de mariage et c'est le cas, donc trop contente. Je me remets à bouger, je me remets à voyager et en juin, petit breakdown parce que pour la première fois mes marqueurs stagnent. Peur. Ensuite depuis juin, juillet, ça commence à monter, août ça monte, septembre ça se confirme, récidive. Enfin, récidive sans rémission. Mais il y a pas d'autres mots, en fait, donc rechute, je sais pas comment dire. Mais en gros, le cancer se redéveloppe. Mon traitement actuel ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui se passe maintenant, en fait? Du coup, il y a quelques semaines, mon oncologue m'a envoyé à Paris, justement, dans un centre de recherche, pour voir un peu quelles étaient les meilleures possibilités. Essais cliniques ou d'autres. Là, on me dit que en fait, les essais cliniques, c'est pas pour tout de suite. Tant que le cancer est réactif aux chimios, on va continuer avec les chimios. Et puis, potentiellement, justement, un essai clinique après pour un autre traitement de maintenance. Comme celui que j'ai actuellement, en fait, il fonctionne plus. Il faudra passer sur autre chose. Il y a rien sur le marché, en l'occurrence. Donc, peut-être un essai clinique à ce moment-là. Donc là, je redémarre les chimios jeudi. Et la raison pour laquelle je suis à Paris, c'est justement pour... il faut que je retourne en fait dans ce centre de recherche pour voir en fait s'il y a des essais cliniques pour lesquels je suis éligible pour après. Donc ça veut dire qu'à partir de jeudi, tu reprends les chimios à Dijon ? À Dijon, ouais, du coup. Là, c'est tous les mois. Est-ce qu'il y a une incidence pour les cheveux ? Normalement, je garde mes cheveux. Ok. Donc ça, c'est un gros soulagement déjà. Je prie. C'est reparti sur autre chose. C'est reparti sur autre chose. Il va falloir s'adapter, etc. C'est ça. Merci de nous avoir raconté tout ça. Enfin, je suis hyper heureuse et émue d'entendre ton témoignage. Et moi, il y a des questions qui me taraudent énormément. C'est pour ça que je fais ce podcast, et notamment la peur. T'as eu peur ? T'as peur ? Qu'est-ce que tu mettrais comme mot là-dessus et comment tu fais ? Je pense que c'est pas tant la peur de mourir. En fait, c'est la peur de ce qui arrive, de ce qui viendrait avant. C'est-à-dire dans quel état je serais avant. Et de ce que ça a à faire à mes proches. La peur de mourir en tant que telle, en fait, c'est choquant parce que ça devient une réalité. Alors que, à la base, personnellement, j'étais partie sur l'idée des 82 ans, 85 ans. Voilà. Normal, en fait. Ouais, c'est ça. Et puis là, on me dit espérance de vie réduite, de ce que j'en lis et de ce que j'en comprends. Mes 40 ans, j'ai pas beaucoup de chance de les voir. S'il y a un miracle, tant mieux. Et est-ce que tu penses à la recherche, toi ? Est-ce que tu t'accroches à ça ? Enfin, oui. Clairement, il y a de la recherche, il y a des choses qui avancent. Moi, j'ai bénéficié d'une thérapie ciblée qui n'existait pas il y a 3 ans. Donc, truc de fou. J'aurais eu ce diagnostic il y a 10 ans. J'aurais fait 6 mois, 1 an, même pas. Là, ça fait 1 an et demi, je suis toujours là. Je suis plutôt en forme. Clairement, il y a des avancées et je remercie toutes les personnes qui s'investissent là-dedans parce que c'est
hallucinant et ça donne vraiment de l'espoir. Et en même temps, en fait, j'ose pas trop espérer non plus parce que justement, en fait, les ascenseurs émotionnels, je les ai déjà vécus. Donc maintenant, je me dis, ce qui sera disponible sera disponible. Si ça l'est pas, ça l'est pas. C'est de l'acceptation. Je pense. Mmh. C'est ça qui te fait le plus de bien. L'espoir, en fait, c'est même too much, hein, c'est ça? C'est un risque. C'est un risque, ouais. Après, je suis pas résignée. Je suis pas dans le fatalisme. Je me dis, de toute façon, effectivement, on va tous mourir un jour. Moi, ce sera peut-être plus tôt que ce que personnellement j'avais prévu. En même temps, mais encore une fois, je reviens sur Dieu, quoi. Et me dire, lui, il sait exactement, en fait. Il sait exactement le nombre de cheveux qu'on a sur la tête. En l'occurrence, c'est à un moment donné 0, mais maintenant beaucoup plus. Et il sait exactement nos nombres de jours. Il m'a créé ici, à ce moment-là, à cet endroit-là, pour une raison que je comprends et que je ne comprends pas à la fois. S'il me reprend à un moment donné, ce sera le bon moment dans son plan qui est parfait. Donc même si moi, je comprends pas tout, peut-être que j'aimerais que ce soit plus long ou moins long, voilà, lui, il sait. Et comme c'est un Dieu bon, c'est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Donc je me réfugie là-dedans. Confiance, encore une fois. La question du podcast, est-ce que cette épreuve t'a transformée? Est-ce qu'il y a un sens à ça? Je pense que oui. J'aurais pas la prétention de l'avoir trouvé nécessairement. Je pense que j'ai des petits aperçus. Et ça, c'est vraiment, je pense, une grâce de Dieu, en fait, qui me donne des petits aperçus de regarde, en fait, l'impact que ça a. Alors, à la base, je me disais, du coup, c'est pour les autres. Il y a quelque chose, en fait, à apprendre. Ce qui m'a poussée, justement, à en parler, à partager, à écrire. J'ai un compte Insta, je partage des textes un peu sous forme de poésie, de choses comme ça. J'ai eu l'occasion de raconter mon histoire à un rassemblement de jeunes à un moment donné, où du coup c'était 3000 jeunes. Et en fait, j'ai eu tellement de retours comme quoi c'était encourageant, que c'était impactant, etc. Je me dis, ok, je pense que ça fait partie des raisons. Même en fait, dans des situations compliquées, c'est pas un happy end. On sait pas comment ça va se terminer. C'est pas une histoire de guérison miraculeuse, etc. Mais en soi, c'est pas ce qu'il y a à apprendre. C'est plus comment tu vis, avec une menace de mort, entre guillemets, constante, mais avec la joie, en pouvant toujours faire preuve de bienveillance, en gardant en fait des activités même anodines, des petites choses et des grandes choses vraiment. Tout est important. Alors non, justement, tout n'est pas important. Et ça, c'est une grosse leçon. Et en fait, il y a tellement de trucs maintenant, je me dis, tu sais quoi, c'est pas grave. Ça peut se passer autrement que ce que toi t'avais en tête. Tu sais quoi, ce sera sans doute mieux. Et t'es pas obligé de t'investir émotionnellement à 2000% dans tout. Parce que tout n'en vaut pas la peine. Je pense qu'il y a une des grosses leçons aussi, c'est tu n'es pas toutes les étiquettes qu'on t'a collées ou que tu t'es collé toi-même. Ça dépasse tout ça. Ça ne définit pas qui tu es. T'as pas besoin d'avoir peur de qui tu es. Donc go, quoi. Pas le time. Il y a plus le temps, en fait, d'avoir peur. Au pire, il se passe quoi? Au pire, il y a des gens qui aiment pas. Au pire, il y a des gens qui sont pas d'accord. L'importance de qui tu es, qui on est et comment on se définit, c'est ça la question. Oui, c'est ça. En fait, c'est Dieu qui me définit parce que c'est lui qui m'a créé, c'est lui qui sait exactement qui je suis. Et ce qui me frappe, en fait, c'est en discutant, du coup, j'ai eu l'occasion de discuter avec plein d'autres personnes qui ont des diagnostics de cancer. Et en fait, la question qui se pose systématiquement, c'est qui va s'occuper de mes enfants, qui sera là pour eux. On se définit beaucoup dans nos rapports à l'autre ou ce qu'on apporte au monde. Et c'est chouette, parce que ça veut dire qu'il y a de l'amour de la relation et que justement, en fait, on a aussi quelque chose d'unique qu'on apporte au monde que personne d'autre ne pourra apporter. Et autant, je me dis, moi, je suis triste par avance, entre guillemets, du deuil que mes proches auront à faire. Et en même temps, c'est tellement un témoignage, en fait, de l'amour qu'on se porte mutuellement que du coup, il y a un côté très beau aussi là-dedans et que ça vaut la peine de vivre, vraiment. Parce qu'à un moment donné, tu vois, je me suis posé la question, oui, mais est-ce qu'il serait pas mieux, tu vois, si je me retire ou, ça fera moins mal. Mais en fait, non, parce que à ce moment-là, tu vis pourquoi, en fait? Enfin, je veux dire, si tu vis juste en te protégeant de tout ce qui pourrait te faire mal, tu vas pas faire grand-chose, quoi. En fait, moi, ma réponse à ça, c'est mais Dieu, il s'occupe aussi d'eux, de ma mère, de mon père, de mon frère, de mes amis, de mes filleuls, de toutes les personnes que j'aime. En fait, on sera tous OK. Il y a pas d'inquiétude à avoir. Et moi, pour le coup, quand je dis j'ai pas peur de la mort, j'ai peur du processus qui mène à la mort, d'être justement diminué, incapacité, de la douleur et tout ça. Ma conviction, en fait, c'est que la mort signifie ensuite que je serai auprès de Dieu. Et ça, c'est le meilleur endroit où on puisse être, en fait. Vis tant que t'es là, et une fois que tu le seras plus,
en fait, tu verras quelque chose d'autre, d'encore meilleur. Et du coup, c'est OK. Confiance. Confiance. Merci tant. Merci Élise. Merci de ce que tu nous amènes dans À coup de pourquoi. C'est le premier épisode où on parle de foi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci pour ton écoute et ouais, c'est chouette. C'était un chouette moment. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.